j'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos et pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Cette semaine, la une de l'incorrect titre, enfin ce mois-ci, la une de l'incorrect titre, Prophète et paria, entretien croisé sur la guerre qui vient, avec notamment 7 entretiens croisés avec Richard Millet et Renaud Camus, 2 prophètes et parias contemporains. Alors pour en parler ce matin, nous sommes avec Arthur de Vatrigan. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Corentin. Vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect et puis nous sommes avec Renaud Camus. Bonjour Renaud Camus. Bonjour monsieur. Alors vous êtes président, cofondateur du Conseil national à la résistance européenne depuis 2017. Et puis vous êtes l'auteur, bien sûr, d'environ 150 ouvrages, notamment sur ces thèmes qui vous sont chers. Donc la grande déculturation en 2008, décivilisation en 2011, le grand remplacement en 2011 aussi, puis plus récemment en 2012, la dépossession ou du remplacisme global aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors Renaud Camus, avant de parler de la une, évidemment, je voulais vous parler de ce qui s'est passé à Paris, le profil notamment d'Iman Rajapour Miondoab, auteur de l'attaque commise samedi dernier au soir dans le 15e arrondissement qui a entraîné la mort donc, d'un touriste, blessé 2 autres personnes. Notamment l'homme est en garde à vue actuellement au sein des locaux de la DGSI. Il est incarcéré en 2016, il a été condamné à 4 ans de prison en 2018, puis il est sorti de prison en 2020. Finalement, on se rend compte que c'est un profil finalement qu'on connaît, de terroristes. Vous comprenez aujourd'hui qu'il y a une sorte de lassitude, notamment de ces attaques on dit que vous avez été prophète et paria, vous avez prophétisé cette violence qui est due pour vous donc à ce monde multiculturel qui est multiconflictuel. Oui, certes, que je comprenne la lassitude, c'est le moins qu'on puisse dire. Je souhaiterais même qu'elle fût plus marquée et qu'elle évolua en une sorte de révolte, disons le mot, dans une situation qui n'est pas supportable beaucoup plus longtemps et qui aurait dû être d'ailleurs insupportable depuis de longues années. Alors justement, vous, parce que vous, pendant longtemps, parce que la une de l'incorrect, c'est Prophète et paria, on va revenir sur notamment vos thèses, notamment le grand remplacement, mais justement, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression, notamment d'avoir été prophète et paria sur ces thèmes, c'est-à-dire la violence qui est due à la société multiculturelle, et aujourd'hui, par exemple, ce qui s'est passé samedi soir, est un événement qui vous donne raison, notamment sur ce que vous prédisiez il y a 30 ans déjà? Oui, alors je ne voudrais pas être trop prétentieux, mais tous les événements me donnent raison depuis 40 ans, pas seulement à moi d'ailleurs, et je suis loin d'être les seuls prophètes. On pourrait nommer aussi bien Enoch Powell, Jean Raspail, enfin ils sont vraiment nombreux, mais absolument tout en effet confirme la thèse selon laquelle le changement de peuple et de civilisation est forcément porteur de violence, de décivilisation, de sauvagerie, de réensauvagement de l'espèce. Alors Arthur de Vatrigan, notamment sur cet attentat donc commis samedi dernier, on le rappelle, donc le profil, c'est Iman Rajapour Miondoab, qui est un franco-iranien de 23-24 ans, enfin très jeune. Vous comprenez notamment, ça fait écho aussi à cette une de l'incorrect avec cette guerre qui vient. Oui, alors après on est sur c'est un peu différent parce que pour le coup on est sur un attentat islamiste. Islam étant une religion de conquête, ils peuvent très bien envoyer leurs agents, leurs terroristes depuis un autre pays ou former évidemment des Français. Alors là, vous l'appelez Iman, mais vous l'appelez par son prénom, il s'appelle Armand, il a été francisé par ses parents, il a été naturalisé, ce qui montre aussi que même quand il y a une volonté de s'assimiler ou de s'intégrer, ce qui est le cas, ses parents ont demandé sa naturalisation et ont changé son prénom
donc la thèse d'Éric Zemmour est un peu remise en cause. Ça montre aussi que même ça, c'est pas suffisant. C'est ça qui est encore plus effrayant. Mais moi, je séparais de l'islam, je séparais évidemment qu'il y a un lien avec tout ça, mais je séparais la conquête islamiste de la guérilla qu'on subit tous les jours. Je séparais l'attentat de hier dans le 16e de Crépol. Qui c'est pas tout à fait la même chose et d'ailleurs je pense que à mon avis, à mon sens, l'islamisme est plus facile peut-être à combattre que l'ensauvagement général qu'on voit dans la société. Et le drame, c'est que les moyens ne sont pas mis sur l'islamisme, sur la guerre contre l'islamisme. Donc ça vous laisse imaginer ce qui nous attend sur l'ensauvagement général qui aujourd'hui partout est généralisé. Alors justement, face à cet ensauvagement général, il y en a certains qui proposent donc plus de sécurité et notamment notamment on l'a vu pour les JO, on veut une surveillance accrue, une surveillance à reconnaissance faciale pour les Jeux Olympiques à Paris. Vous, Renaud Camus, vous expliquez que vous n'êtes pas pour sécuriser l'enfer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire sécuriser l'enfer ? Sécuriser l'enfer, c'est s'accommoder en fait de la situation, essayer de faire en sorte que l'enfer soit un peu plus supportable, tout en aggravant les caractères, puisqu'on va tomber dans une société de surveillance générale, de multiplication des prisons. C'est vraiment pas un idéal pour un peuple que cette espèce de prison globalisée avec surveillance à tous les coins de rue. Non, je crois que ce n'est en aucune façon une civilisation. Faut pas organiser l'enfer, il faut se débarrasser des démons, les renvoyer là d'où ils viennent. Alors nous sommes avec Renaud Camus et Arthur de Vatrigan, on le rappelle, pour cette dernière une de l'incorrect Prophète et Paria, entretien creusé sur la guerre qui vient. Il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Liselotte Dutreuil, puis après je reviens vers vous pour cette table ronde. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors, nous avons parlé de cet attentat qui eut lieu samedi dernier dans le 15e arrondissement d'un djihadiste sur un touriste donc allemand. Et puis, on va parler de cette une, Arthur de Vatrigan. Dans votre dernier numéro, vous citez plusieurs personnalités qui sont devenues des parias car ils dénonçaient en partie l'enfer multiculturel qu'on connaît aujourd'hui. Et est-ce que finalement, ce qu'ils ont prophétisé leur a donné raison. Et est-ce que c'est aussi pour ça aujourd'hui que c'est plus facile de parler, c'est-à-dire le réel commence à sauter aux yeux de beaucoup de gens, même pour ceux qui ne voulaient pas voir à l'époque? Soyez pas trop optimiste non plus, hein. C'est juste un petit début, mais regardez ce qui s'est passé la semaine dernière. Dès qu'il y a eu une micro-ouverture, le théâtre antifasciste a réouvert ses portes très rapidement et ils se sont tous engouffrés à une vitesse grand V. Donc ils voient des choses, mais on est toujours sur une sorte de réécriture, une sorte de contre-récit. Le Parisien a sorti hier soir, et donc je suppose dans sa version papier ce matin, une enquête, ou en tout cas ils ont eu accès aux premières enquêtes des gendarmes de l'affaire de Crépol. Ils titrent, ils font un chapeau bien comme il faut, en expliquant que finalement le fantasme que chacun espérait, à savoir l'extrême droite évidemment, n'est pas la réalité. Il commence par expliquer qu'il y a un témoin qui explique qu'il y a eu que un des habitants de Crépol aurait dit j'ai envie de me faire du bougnoul, pour ensuite faire les 2 tiers du papier pour expliquer tout ce qu'on sait, à savoir que c'est une bande de racailles qui arrive en soirée, qui commence à jouer des coudes, qui force des jeunes filles à danser. Sur ce, des mots sont échangés. Un rugbyman, les rugbyman, vous les connaissez, dès que ça se passe mal, ils disent « Ok, on va dehors, on va régler le problème à l'ancienne ». Ils vont dehors, eux ont les poings, les autres ont des armes et des couteaux et des gants coqués. On apprend même qu'il y a un coup de feu qui est tiré d'une voiture. Donc vous voyez, même quand ils ont l'honnêteté de restituer une partie du récit, ils orientent tout pour vous expliquer tout ce que vous pensez est faux. Et c'est à chaque fois la même chose. Donc oui, le réel arrive. Le réel commence à être difficile à masquer, certes, mais ils vont tout faire pour. Un autre exemple, Christophe Barbier sur BFM, qui a expliqué cette semaine, la semaine dernière, que oui, il y avait une omerta, oui, on mentait aux Français, mais que les Français étaient cons et donc
ils avaient raison de le faire, et que même si qu'aujourd'hui il faut dire les chiffres et dire la réalité, à savoir qu'il y a un lien entre immigration et délinquance, que chacun a été confronté un jour dans sa vie à la délinquance le sait, on a vu tous le visage de la délinquance, et si on a eu cette chance de ne pas l'avoir été confronté, nos petits frères, nos petites sœurs nous racontaient, nous ont décrit ce visage, il nous explique, Christophe Barbier, que il va falloir accompagner d'une explication. On a l'impression d'entendre les woke avec autant d'emporte le vent qui vont dire on va faire un texte d'entrée pour expliquer, recontextualiser. Donc il y a tout, donc voilà, le réel ne se cache pas, il est tellement énorme qu'on peut plus le cacher, mais le contre-récit, le contre-sémantique, le contre-discours va être de plus en plus fort. Alors justement, je voulais vous parler aussi notamment de Laurent Oberton, parce que vous le citez parmi les parias et parmi les prophètes. Il a parlé notamment dans France Orange Mécanique en 2013, il y a 10 ans, de l'ensauvagement de la France. Et Gérald Darmanin, notamment, d'ailleurs c'est la Saint-Gérald d'aujourd'hui, on peut prier pour lui, pour qu'il intercède pour Gérald Darmanin. Et aujourd'hui, Gérald Darmanin parle de l'ensauvagement de la France. Donc il y a quand même une sorte de... Enfin, une victoire, une petite victoire de la part de Laurent Oberton. Il parle de l'ensauvagement de la France, mais il dit pas d'où vient cet ensauvagement. Je vous rappelle que pendant une semaine, il a parlé d'ultra-droite. Quelques heures avant l'attentat à Paris, à Passy, ou Birakem, il expliquait que le danger, c'était l'ultra-droite. Voilà. Puis après, mon Gérald Darmanin, on est habitué. Hein. C'est quand même fascinant, c'est que sur ce Gérald Darmanin, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est si on pense vraiment qu'un ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit, a encore un pouvoir politique, a encore le pouvoir de faire changer les choses, qu'est-ce qu'il fout encore en poste? Il a le pire bilan de tous les ministres de l'Intérieur. Le pire bilan. Il a failli, je vous rappelle, il a failli nous déclencher une guerre de 100 ans avec les Anglais. Les chiffres de violences volontaires ont explosé. On a eu les émeutes, on a Samuel Paty, on a Dominique Bernard. Il est encore en poste. Donc soit un ministre ne sert à rien, clairement, il est là pour faire de la communication, donc très bien qu'il y reste, parce que lui ou un autre sera pareil. Soit on croit encore à la puissance politique. Dans ces cas-là, Emmanuel Macron se moque de nous en laissant Gérald Darmanin en poste. Alors, sur Gérald Darmanin, vous parlez de Laurent Oberton, qui était un paria, qui a été aussi un prophète. Alors, Renaud Camus, vous êtes cité parmi les prophètes et parias dans ce magazine. Vous êtes notamment l'auteur de la formule du grand remplacement, qui a été largement aujourd'hui démocratisée. Je rappelle, en 2021, 6 Français sur 10 croient à la théorie du grand remplacement selon un sondage. Alors, il y a encore ce terme de théorie, on va en revenir avec vous. Alors, avec cette théorie donc, du grand remplacement, vous cochez 2 cases, la case du complotisme et à la fois la case de l'extrême droite. Donc 2 cases quand même qui font de vous donc un paria très vite. Et c'est à cause notamment de cette formule que vous êtes devenu paria. Et vous dites aussi que cette formule n'a pas toujours été bien comprise. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Elle n'est en effet pas comprise du tout, puisqu'on l'appelle une théorie, ça n'a hélas rien d'une théorie, c'est un simple constat sur une réalité effroyable. Mais si grand remplacement ne convient pas, moi je n'y tiens pas plus que ça. On peut dire génocide par substitution, qui est dû à Aimé Césaire, maire communiste et noir de Fort-de-France, donc peut-être plus acceptable à cause de sa source, et tout aussi véridique. On peut dire changement de peuple et de civilisation. Je ne suis pas du tout dogmatique sur ce point, d'ailleurs je crois de l'être sur aucun. Alors justement, vous parlez de cette théorie, mais notamment on dit que c'est une théorie... Moi je ne parle pas de la théorie, c'est la première de mes protestations, c'est qu'on appelle ça théorie. Théorie, c'est un nom de code pour l'éliminer, ça n'a strictement rien d'une théorie, c'est une épouvantable réalité de la colonisation de notre peuple et du changement de civilisation en Europe. Alors, et justement, vos réfractaires disent que c'est complotiste, notamment vous comprenez ce terme de complotiste ou pas? Parce que lui, Moi, je ne le comprends que trop. Oui, c'est un des grands éléments de langage, des armes absolues de langage pour éliminer une thèse. Dès que quelque chose ne leur va pas, ils disent que c'est une théorie complotiste. On doit apprendre ça, j'imagine, dans les écoles de journalisme. Enfin, il n'y a pas la moindre petite journaliste nasalisante qui ne dise théorie du complot, complotisme, dès que quelque chose ne lui va pas. Le terme de complot, moi, je n'ai jamais le moins du monde parlé de complot, et le terme serait ridiculement disproportionné au regard de l'énormité de ce qui survient. Il y a
une volonté politique, idéologique, économique, financière absolument manifeste à travers le monde. Elle est en pleine lumière. C'est le contraire d'un complot. Un complot essaie de révéler quelque chose qui serait dissimulé, obscur, caché. Et le grand remplacement est l'évidence même, et toutes sortes de mots, extrême droite, ultra droite, théorie du complot, théorie, essayent de le dissimuler. Donc c'est le renversement même de la réalité, ce que j'appelle le faucel, le réel faux, le faux réel, la réalité à l'envers dans laquelle nous vivons plongés. Mais alors comment vous expliquez que vous, Renaud Camus, vous parlez donc de grand remplacement et vous devenez un paria, tandis que Jean-Luc Mélenchon, lui, parle de créolisation et finalement, ça va pour tout le monde. Pourquoi, quand ça vient de vous, il y a un problème ? Parce que le grand remplacement est un phénomène, en effet, extrêmement curieux, d'ailleurs à plus d'un titre, mais même sémantiquement. Si on est contre lui, il n'existe pas. On est un menteur, un inventeur de réalité, quelqu'un qui met en circulation les théories du complot, justement. Mais si on l'aime, si on trouve que c'est une chose très bien, et beaucoup de gens trouvent que c'est une chose très bien, on appelle ça, c'est parfaitement admis, parfaitement reconnu. Moi, je parlais jadis du bloc négationniste génocidaire, négationniste en cela qu'il niait le grand remplacement. Il n'est plus tellement négationniste aujourd'hui. Il est toujours aussi génocidaire, certes, mais il n'est plus tellement négationniste puisqu'une forte majorité en son sein ne nie plus la réalité du changement de peuple et il appelle... alors en effet, dans le terme de Mélenchon, créolisation, il serait d'ailleurs plus juste de dire crépolisation désormais à cause de Crépol, c'est-à-dire la réalité des meurtres quotidiens, c'est le génocide coup par coup, coup sans paix, les gorges tranchées, le réensauvagement de l'espèce et de la vie quotidienne dans notre pays. Moi, je pense que les termes de colonisation sont les plus adéquats. Mais alors, il faut le dire aussi, pour vous, ce grand remplacement est quelque chose de négatif, alors que pour Jean-Luc Mélenchon, cette créolisation est quelque chose de positif. C'est aussi ça, évidemment, qui fait toute la différence. Oui, c'est ce qui fait que c'est admissible ou pas, que c'est vrai ou pas. La vérité est extrêmement opportune dans le régime de sens dans lequel nous vivons. Si on dit du grand remplacement qu'il est excellent, il existe. Si on dit qu'il est une catastrophe, et je dis certes qu'il est une catastrophe, je dis aussi qu'il est un crime, qu'il est le crime contre l'humanité du XXIe siècle, car il y a peu de choses plus horribles pour un pouvoir quel qu'il soit que de changer le peuple. C'est même à peu près sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Alors Arthur de Vatrigan, dans votre dernière une de l'incorrect prophète et paria, il y a un autre prophète et paria que Renaud Camus, c'est notamment l'historien Georges Bensousson qui a publié en 2002 Les territoires perdus de la République et qui a subi évidemment les foudres du politiquement correct. Ce livre lui coûtera en partie sa carrière professionnelle. Je cite l'interview, il explique: ne cherchez pas de censure d'État en France, il n'y en a pas. La censure véritable est chez les gens de progrès. Alors les parias ne sont pas seulement parias par des lois finalement de l'État liberticide, mais aussi à cause des lois liberticides non inscrites d'un petit milieu médiatique parisien littéraire. L'État ne fait que suivre et obéir aux injonctions d'une cette partie de l'élite. Je connais moins malheureusement les malheurs et la pariarisation, pour ce barbarisme de Renaud Camus que celui de Richard Millet. Richard Millet, je me rappelle que c'est Terny Arnaud, c'est Limon de Garcin qui ont commencé à allumer son bûcher. Ce n'est pas l'État. Évidemment, l'État ne fait que suivre. Mais ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est, alors dans ce dossier de paria prophète, on parle de beaucoup de personnes, mais on a voulu mettre en avant Renaud Camus et Richard Millet, évidemment, parce qu'on savait que l'entretien allait être merveilleux, et c'est le cas, mais aussi parce qu'ils incarnent quelque chose qui, normalement, doit être intouchable, c'est-à-dire la littérature. C'est-à-dire ce sont des écrivains, comme Dantec, comme Raspail. Un écrivain n'a pas à justifier, un écrivain ne théorise pas, un écrivain ne conceptualise pas, n'a pas de preuves à apporter. Un des rôles de l'écrivain, évidemment, alors quand on parle de prophète, c'est d'être visionnaire.
certains ont échappé, comme Michel Houellebecq. Il a échappé à la pariarisation parce que tout ce qu'il annonçait, c'est il a eu la chance ou la malchance pour nous que ça soit passé au moment de la sortie de son livre. Rappelez-vous, Plateforme, on a les deux tours. Soumission, on a Charlie Hebdo. Donc à chaque fois, forcément, la mort sociale, c'est vite éteinte pour lui. Mais je reviens aux écrivains. Ce qui est dingue, c'est qu'en France, on pariarise des écrivains, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas à se justifier, des gens qui sont reconnus pour leur talent littéraire et qui, par leur écriture, mettre à l'encre et sur papier ce qu'ils voient. Et depuis quand on demande à un écrivain de justifier ce qu'il voit? Voilà, c'est le drame, il est là, quoi. On éteint tout. Alors aujourd'hui, on accepte la culture, évidemment, qu'à partir du moment où elle raconte des banalités ou qu'elle enfonce des portes ouvertes avec beaucoup d'indignation, ou alors quand elle va dans le discours, évidemment, racialiste et pour insulter, pour traiter la France d'affreux colonialiste et d'esclavagiste et de toujours se mettre du côté de l'opprimé. Donc ça, c'est acceptable et on n'a jamais de justification. Par contre, quand c'est de l'autre côté, ça fonctionne pas. C'est ça qui est effrayant, quoi. Alors, je voulais revenir quand même sur ces territoires perdus de la République, donc publiés par l'historien Georges Bensoussan, qui ne fait pas du tout partie donc du monde de la droite ou de l'extrême droite, comme on peut dire. Non, c'est un historien. C'est un historien qui bossait qui bossait au mémorial de la Shoah. Il sort donc en 2002 Les territoires perdus de la République, où il explique, il y a un nouvel antisémitisme en France, et l'antisémitisme, il est maghrébin. Bon, ce que tout le monde sait, en tout cas, peu de gens savaient à ce moment-là, sauf les Juifs qui se faisaient exclure et qui fuyaient les quartiers dits populaires, qui sont juste des quartiers de cité sous perfusion de subventions. Ils les fuyaient parce que sinon ils mouraient. C'était ça la réalité. Donc Georges Bensoussan, qui bosse au mémorial de la Shoah, qui en tant qu'historien lutte contre l'antisémitisme, dit voilà, l'antisémitisme c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ces patrons qui se prévaut d'être tous les jours à la pointe du combat contre l'antisémitisme le mettent à la porte parce qu'il a tout simplement dit une réalité. Donc on voit bien malheureusement que le politiquement correct aujourd'hui n'est plus un mode de pensée, c'est un mode de gouvernement, que ça soit à l'intérieur de l'État, que ça soit dans les entreprises privées, dans les associations. C'est le drame, il est là aujourd'hui. Donc heureusement, Georges Bensoussan a été réhabilité depuis, mais il a fait 20 ans de nuit, un peu, je vais parler de la nuit de la foi, mais c'est un peu ça, c'est vraiment une traversée du désert, presque à douter de lui-même, de ce qu'il pensait. C'est ça qui est effrayant, c'est quand on se retrouve tout seul, on commence à douter de soi-même et à douter de est-ce qu'on a raison ou pas, alors qu'évidemment qu'il avait raison, évidemment que Renaud Camus a raison, évidemment que Richard Mille a raison, évidemment que Dantec avait raison, évidemment que Raspail avait raison. C'est pourquoi on voulait faire ce dossier, parce que ce qui nous a choqué, pour revenir à l'origine du dossier, si vous voulez, c'est cette déclaration au lendemain du 7 octobre de Gérard Larcher. Gérard Larcher explique: on est tous coupables. C'est une faillite collective. Ce qui est fascinant, quoi. Et dire, non, en fait, on n'est pas tous coupables. Non, il y a des personnes qui ont expliqué ce qui allait se passer. Et ces personnes-là, vous avez vous-même créé un arc républicain que vous avez exclu de cet arc républicain qui est une foutaise. Vous l'avez exclu parce qu'il racontait la vérité. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'on est tous coupables. Donc c'est pour ça que vous voulez réhabiliter, rendre hommage à ces prophètes. Heureusement, certains sont encore vivants, d'autres malheureusement sont morts. Vous voulez rendre hommage et réhabiliter ces prophètes qui ont annoncé ce qui se passait aujourd'hui. Alors justement, parmi ces prophètes, il y a Renaud Camus, prophète et paria, entretien croisé sur la guerre qui vient. Et cette guerre qui vient, Renaud Camus, pour vous, vous n'êtes pas d'accord avec cette notion de guerre civile qu'on entend souvent, notamment après ce qui s'est passé à Crépol, puis aussi après cette manifestation donc en banlieue de Romans-sur-Isère, manifestation de jeunes de droite qui ont été qualifiés d'ultra-droite, de giga-droite, enfin on ne sait même plus quel mot utiliser aujourd'hui. Pourquoi vous refusez aujourd'hui ce thème de guerre civile ou de guerre de religion ? Guerre de religion serait déjà moins faux que guerre civile, mais guerre civile est totalement faux. Si ça devait être une guerre civile, il n'y aurait aucune raison de la faire. Si on dit guerre civile, les guerres civiles, c'est au sein d'un même peuple. Ça ne me semble pas du tout correspondre à notre situation. Il n'y a pas un peuple. Le grand remplacement a fait que sur le territoire de la France et de l'Europe, d'ailleurs en général, il y a plusieurs peuples confrontés. Si guerre il y a à avoir, ce que certes je ne souhaite pas, mais je souhaite qu'il y ait révolte anticoloniale, décolonisation, c'est une guerre anticoloniale. Moi, je crois que notre mouvement s'inscrit tout à fait dans l'histoire
de la décolonisation. Nous sommes colonisés au nom des horreurs de la colonisation, ce qui est quand même un comble. Oui, ils ont bien raison, la colonisation c'est très mal, c'est très vilain, mais c'est très précisément ce dont nous faisons l'objet aujourd'hui. C'est une guerre décoloniale, une guerre de libération nationale, une guerre de résistance qui surviendrait. Alors certes, il y a encore plus de collaborateurs que lors de la précédente occupation. Donc, dans cette mesure-là, il y aurait peut-être une guerre civile qui se grefferait sur la guerre de libération décoloniale. Les seuls indigènes, c'est nous, c'est ce que le peuple français tend à oublier. Il ne se rend pas très bien compte de la réalité de la situation. Les indigènes, c'est nous. Les seuls décoloniaux légitimes, c'est nous. Dans le Faucel, il y a le fait que les usurpateurs volent en plus tous nos noms. Ils s'appellent indigènes de la République, nous sommes les indigènes de la France en tout cas, et des indigènes résolument décoloniaux, c'est-à-dire que nous souhaitons la décolonisation qui ne peut se traduire que par le départ de l'occupant, du colonisateur, c'est-à-dire par la remigration. Alors justement, vous parlez aussi de l'occupateur, et dans cet occupateur, vous mettez Davos, la davocratie, le remplacisme global, ses juges, ses journalistes et ses milices Antifa. Alors quel est le dénominateur commun entre d'où ce camp des occupateurs ? Ah oui, alors en effet, il n'est pas assez de parler de l'occupant, car nous sommes dans une situation triangulaire. Il y a un occupateur, c'est-à-dire un pouvoir qui veut l'occupation, qui veut le changement de peuple. Autant le grand remplacement n'est pas une théorie, autant j'ai bel et bien une théorie qui s'appelle le remplacisme global, c'est-à-dire qui considère que le remplacement, le geste de remplacer tout, y compris les hommes par les hommes, mais pas seulement, la matière par d'autres matières, est le geste central de la modernité ou de la postmodernité. Et là, le pouvoir qui est derrière ça n'est pas nécessairement un pouvoir qu'on peut désigner en donnant des noms ou des choses comme ça. C'est un enchaînement de circonstances, de volontés qui sont ceux éventuellement de la machine. Le terme de machination serait déjà assez juste parce que d'une part, il implique bel et bien une volonté dans la langue française, mais il me semble que l'une des réalités est le devenir machine de l'humanité, une volonté qu'on peut dire cybernétique. Vous savez, la cybernétique, c'est quand même précisément, on l'oublie, le gouvernant, le gouvernail cyber, le gouvernement des hommes. Donc, il y a un pouvoir cybernétique qui est celui de la machination, qui veut un homme absolument déconstruit, produit, et pour ça échangeable à merci. Et donc justement, vous dites à la fin de l'entretien, Renaud Camus, si le grand remplacement est mené jusqu'à son terme, nous ferons comme les Juifs, nous reviendrons dans 2000 ans. Le monde n'a pas fini d'entendre parler de nous. Donc pour vous, finalement, vous êtes quand même assez sceptique sur la situation européenne, mais vous expliquez que peut-être un jour, nous serons obligés de fuir l'Europe et peut-être dans 1000 ans ou dans 2000 ans de revenir chez nous, dans nos terres, en Europe, en France. Oui, enfin, je crois en effet que les Juifs, ou le sort, par exemple, de la langue hébreu est un peu un élément d'espérance à long terme, mais je ne souhaite pas, certes, que l'entracte soit aussi long que pour les Juifs qui ont mis 2000 ans à retrouver leur propre pays, leur propre histoire, leur propre tradition et leur propre langue. Si ça pouvait se passer un peu plus rapidement, je le souhaiterais. D'ailleurs, nous n'avons pas encore été chassés de nos terres, nous sommes encore là. Je ne suis pas partisan de l'exil, je suis partisan de la résistance. S'il y a un terme qui me semble adéquat aujourd'hui, autant qu'anticolonialiste, c'est celui de résistance. C'est d'ailleurs l'une des traditions dans laquelle nous nous inscrivons, la résistance, le combat des dissidents dans l'Union soviétique et, j'insiste sur ce point, l'anticolonialisme et le combat décolonial. Le débat décolonial, évidemment, pour vous. Donc les Européens, en tout cas les Français, sont les indigènes d'aujourd'hui. Merci à vous, Arthur de Vatrigan. Je rappelle le titre de cette dernière une, la dernière une de l'Incorrect, avec donc cet entretien entre Renaud Camus et Richard Millet. Entretien croisé sur la guerre qui vient. C'est disponible évidemment dans tous les kiosques. Et merci à vous, Renaud Camus. Je rappelle le titre
des vos livres, La Grande Déculturation, Décivilisation, Le Grand Remplacement, et plus récemment en 2022, La Dépossession ou du remplacisme global aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors quand même, on apprend que parmi, parce qu'on parle de vos lâchetés Renaud Camus, on apprend aussi que parmi ces lâchetés, vos livres sont publiés et diffusés sur Amazon. Alors comment vous pouvez nous expliquer ça? Pourquoi pour vous c'est une lâcheté? Ça fait partie des occupateurs Amazon? C'est une contradiction totale. J'imagine que dans tous les combats, il y a des contradictions, et celle-là est une contradiction majeure, puisque Amazon est certainement un des pouvoirs principaux du remplacisme global. C'est ce que j'appelle chevaucher le tigre, c'est-à-dire utiliser les forces de l'ennemi, comme être, par exemple, sur Facebook ou sur Twitter ou même sur X, encore que le cas de X devienne un peu plus ambigu et qu'on se demande dans quel cas il se trouve, et que quelquefois on peut penser qu'il est peut-être dans le nôtre, c'est-à-dire anti-remplaciste. Mais en effet, une lâcheté, si l'on veut. Enfin, j'ai pris la question un peu comme une plaisanterie. D'ailleurs, je ne crois pas que de la part de l'incorrect, c'était ce qu'il voulait dire. Mais oui, je cherchais des exemples de lâcheté, et c'est d'utiliser les forces de l'ennemi par une certaine complaisance. Mais moi, je n'avais pas le choix. J'étais chassé de tous les éditeurs, donc j'étais bien content de pouvoir publier mes livres chez un autre ennemi, un ennemi encore plus puissant que les éditeurs, en l'occurrence Amazon. Et on apprend aussi que vous achetez Le Monde. Ça, c'est peut-être encore plus grave. Et merci. Oui, non, ça m'arrive vraiment très, très rarement. J'ai cherché des exemples de lâcheté, mais celui-là, pas du tout. J'ai encore refusé un réabonnement au Monde, pas plus tard qu'hier. Du Monde qui voulait que je me réabonne. Eh bien, écoutez, on vous invite plutôt à donner à Radio Courtoisie, évidemment, à nous soutenir financièrement, voilà, parce que c'est le prix de notre indépendance. Merci beaucoup, Renaud Camus. Merci beaucoup à Arthur de Vatrigan. Je rappelle le titre de la dernière une de l'Incorrect, Prophète et Paria, entretien croisé sur la guerre qui vient. Merci à tous les deux.